Il est la demi, donc on va... Si tu es prêt, Moi, je suis prêt, je t'écoute. toi tu m'écoutes. Alors je vais commencer par te présenter en anglais parce que dans l'auditoire nous avons aussi des personnes qui parlent anglais. Ensuite on fera l'interview en français, je traduirai l'essence de tes propos au fur et à mesure. So welcome everybody, welcome to this interview. I'd like to say welcome to our weekly gathering on Instagram Live. It's good to see you. Today we're welcoming a very prestigious guest, Romuald Hazoumé. The interview will be conducted in French. However, I will introduce Romuald in English, and then I will translate the essence of what he shares with us today. So if you're an English speaker, please stay with us. Romuald Hazoumé was born in Benin. He has created one of the most iconic bodies of work in contemporary African art. His astute and sardonically political oeuvre is realized in a diverse range of media, including multimedia installation, sculpture, video, photography, and painting. So he is what we call a complete artist. Whether taking aim at endemic political corruption in Africa or addressing the global indifference compounding environmental disasters, Hazoumé creates visually striking works. Using the ubiquitous plastic petrol cans for which he's known as his signature, Romuald Hazoumé undertakes monumental installations which act as metaphors of African place, history, and identity. His work has been exhibited in major international galleries and museums around the world. I will name a few: the Victoria and Albert Museum in London, the Centre Pompidou in Paris, Fondation Louis Vuitton in Paris, the Brooklyn Museum in New York, Kunsthaus Graz in Switzerland, in Graz. Recently, his exhibitions include Essentiel Paysage, Musée d'Art Contemporain Africain Almadel in Marrakech, Art Africa at the Fondation Louis Vuitton, the Kyotography International Photography Festival in Kyoto, Japan, and currently he has 4 exhibitions running, 4. One called Slavery at the Rijksmuseum in Amsterdam, Ex-Africa at the Musée du Quai Branly, Jacques Chirac in Paris, Expression décoloniale at the Château des Ducs de Bretagne, Musée d'Histoire de Nantes, and Portable Sculpture at the Henry Moore Institute in Leeds in the UK. Romuald's works are also part of prominent public and private collections around the world. Among the public ones, I will only name the British Museum, the Gallery of Modern Art in Brisbane, National Museum of African Art, the Smithsonian in Washington, D.C., the MoMA, Museum of Modern Art in New York, the Pigosi Collection in Geneva, and again, the Fondation Louis Vuitton. Romuald Hazoumé, welcome, welcome, welcome. And thank you very much for being our guest today. Thank you, thank you. I'm so happy to hear you, you know. Thank you, thank you. I pride myself, and I can't help saying it, I pride myself for having been chosen by you as a heart sister. What an honor. Thank you so much. You're welcome. Alors, we're going to switch. I can say to you, your man has lucky. You know? Thank you, my dear. So, this is the second time I interview you, Romuald, and I'm very excited. I'm going to switch to French now. On dit de toi
que tu es l'un des maîtres africains de l'art contemporain. Tes œuvres, bien entendu, sont exposées dans les plus grands musées du monde, dans les plus grandes collections du monde. Actuellement, tu as une belle rétrospective au Musée d'Histoire de Nantes, une très belle exposition, une installation à Ex-Africa au Musée du Quai Branly. Romuald, quelle est ton histoire? Mon histoire, on va croire que je suis né avec c'est dans la bouche, quoi. C'est le tic avec une cuillère en or dans la bouche, non, pas du tout. Mon histoire, beaucoup de gens ne la connaissent pas en réalité. Très peu de personnes connaissent l'histoire parce que famille de, de, de polygamie où mon père avait trois femmes dans une maison où il y avait une souffrance qui était assez visible, assez visible, et qui faisait des enfants qui se débrouillaient avec une éducation absolument. On a perdu le son, Romuald, on ne t'entend plus. Tu m'entends pas? Ah, là, je t'entends mieux. Peut-être qu'il faut que tu te rapproches un petit peu. Oui, Merci. je vais me rapprocher comme il faut, comme ça va être intéressant. Donc, c'est Oui. mieux comme. Oh oui, oui. Donc, donc c'était une éducation assez patriarcale et qui faisait des enfants pas, pas vraiment. On devait se débrouiller, faire beaucoup de choses. Notre père fut un douanier, mais pas n'importe quel douanier. Lui, il était un douanier pas corrompu du tout. C'est-à-dire que, bon, il n'avait que ce qu'ils avaient, et ce qu'il avait à cette époque. Donc, euh, ça a été très, très difficile. Il y avait une forme d'opposition entre moi et mon frère, toute la famille. Je devais défendre les autres parce que euh, euh, d'autres disaient que j'étais le plus courageux. Donc, euh, il voulait, euh, pendant qu'il vivait encore, l'époque où il était encore vraiment en forme, que je devienne un douanier comme lui, bon, parce qu'il voyait que je pouvais vraiment le remplacer valablement, parce que moi, quelqu'un de juste, d'honnête et de fidèle. Mais moi, je tout sauf ça. Je ne voulais surtout pas être douanier. Et donc, j'ai voulu faire de la médecine, mais l'école a eu beaucoup avec moi, si je peux le dire comme ça, parce que c'est ce qu'on appelle mon diplôme et mon niveau d'études, c'est ce qu'on appelle un Un T, T plus 4. T plus 4. Bon, c'est un diplôme que beaucoup de gens ont, que quelques personnes dans le monde ont vraiment. Un T plus 4, c'est que j'ai fait la terminale 4 fois. Tu vois? Donc, j'ai fait la terminale 4 fois parce que je suis quelqu'un, je n'abandonne pas l'école, m'abandonne au bout de la 4e année où les professeurs ont perdu nos copies et ont rendu service à ce moment-là parce que en réalité, tout le monde voyait en moi que j'étais un artiste, mais moi, je voulais devenir chirurgien. Bon, parce que ma passion était de soigner les gens, de soigner les gens. Voilà. Mais je sois poussé et, et, et pouvoir, pouvoir dire, bon, maintenant, ça suffit. Je vais me défendre pour arriver à qui aura moins besoin de gens là qui n'ont pas beaucoup de diplôme après, après quelques années de dur labeur, où finalement, ils ont perdu mes copies, donc ils m'ont mis zéro, parce qu'une fois que tu as perdu mes copies, tu mets zéro, parce que ce qui était semblable où, en 2 minutes, ils ont regardé dans 16 000 copies d'étudiants, des lettres, et ils ont pu trouver en 2 minutes ma note, trouver que j'étais pas absent et que j'étais présent, et que ma note était 6. Or, en 84, ils n'avaient aucun ordinateur là pour pouvoir. Donc, c'était vraiment
bon, le signe du destin. Bref, je ne suis pas devenu le médecin que je voulais devenir, mais je suis devenu un artiste. Et ça n'a pas été facile. Il fallait comprendre que j'étais avec mon père, euh, euh, était à un certain niveau où je n'arrivais pas vraiment à joindre les deux bouts. C'est-à-dire que pendant 10 ans, je n'avais qu'un chez moi. Et ces deux tuaient les êtres qui étaient le plus proches de moi, où j'étais considéré un peu comme quelqu'un qui était. Je n'étais pas du tout dérangé parce que je n'avais aucun moyen. J'avais de quoi simplement louer une maison que j'ai pu louer grâce à une avait fait confiance, qui avait parlé au propriétaire, qui avait dit, ce garçon, je le connais, il va y arriver, il va te payer ton loyer. C'est Madame Dagnon, que vraiment je salue sa mémoire et que la terre lui soit libre et que ses enfants continuent d'avoir le bénéfice de ce qu'elle a fait pour moi, sa vie. Donc, à ce moment-là, quoi me loger, de quoi payer mon téléphone pour être joignable, parce qu'il y avait des téléphones fixes à cette époque-là, et un frigo allemand qu'une copine m'a laissé, et qui était complètement vide. Et quand les gens arrivaient chez moi, ils voyaient que de la banane dans le frigo. Et puis on me disait, mais vous savez, un, un petit potager bananier dans mon jardin, et qui produisait, c'est pas assez grand comme bananier. Ils voyaient que de la banane. Les amis arrivaient et disaient, bon, est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que tu as faim? Pas de problème. Il n'y a que des bananes dans mon frigo. Je ne veux pas dire que j'ai des problèmes. Or, c'est que de bananes. Mais un peu partout dans le monde, un peu partout en Afrique, ne permettait pas de gagner grand. Il y avait une rivalité à cette époque-là avec certains artistes qui pensaient qu'ils étaient les dieux du monde, qu'eux, ils étaient les Européens, ils avaient tout inventé, ils avaient tout fait. Mais tenus par des moi qui ne connaissaient pas trop. Donc, c'est une histoire que je n'aime pas trop raconter parce que c'est absolument désolant. Donc, à cette époque, moi, je n'ai pas fait de politique, mais je vous assure, pendant 10 ans où on m'a annulé les expos, on m'a annulé les expos, on m'a annulé des expos. Je n'ai fait aucune polémique, j'ai dit. De toute façon, au bout de quelques années, on verra qui est l'artiste, on verra où est-ce qu'on va le découvrir un jour, on verra le groupe va nous dépasser, fera l'artiste véritable. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, après ça, problème, problème qui, qui, euh, problème qui occupe la moitié de mon temps. Le problème était quoi? Les jeunes comme ça. Et, et, et on a la fougue, on croit qu'on est tout puissant, on croit qu'on peut tout faire. Et puis qu'on n'a pas besoin de ses parents et qu'on est en difficulté avec ses parents. Je pense que ce qu'il faut faire et que vous ne le font pas, c'est de ne pas prendre la résilience de leurs problèmes avec leurs parents. C'est-à-dire qu'il faut régler les problèmes des parents avec le père. Et c'est grâce à un ami qui s'appelle Martin Baumgart qui m'a dit un jour, écoute, mon cher, tant que tu es père, tu n'arriveras jamais à avoir la tête vide pour pouvoir avancer. Donc, On ne t'entend plus, Romuald. je dis, à cette étape de... Oui. Est-ce que tu m'entends mieux? Ça va et ça vient. Vas-y, je te dirai si je t'entends plus. Ok, donc ça doit être le Wi-Fi peut-être qui déconne. Oui. Parce que je suis à la même position, je parle toujours de la même position, tu vois. Oui, Donc, oui, c'est pareil. donc, il faudrait comprendre que tant que tu n'as pas fait cette résilience-là avec tes parents, que tu n'as pas réglé le problème que tu avais avec tes parents, tu ne peux pas mieux avancer dans la vie parce que ta tête n'est pas libre pour faire autre chose. Une partie de ton cerveau est préoccupée par ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en réglant ce problème-là, il a fallu la rencontre d'un grand monsieur qui un jour a débarqué dans une expo
qui était au Centre culturel français à l'époque, dans les années 88-89, c'était André Magnin. Et à ce moment-là, j'ai rencontré ce monsieur qui me rendait visite chaque année et qui a véritablement contribué à m'apprendre ce que c'était que notre métier d'artiste en réalité. Mais ce n'était pas, on ne peut pas dire que c'était un cours comme ça, c'était au cours de chaque discussion le soir, au repas qu'on avait, où on discutait, et j'ai vraiment appris ce que c'était que le métier et comment il fallait avancer dans le travail. Donc voilà un peu qui je suis, un peu ma base. Voilà. Merci Romuald. Alors tu as atteint le sommet de la reconnaissance artistique, on peut dire ça. Et pourtant, tu ne dors jamais sur tes lauriers. Ton processus créatif est toujours en marche. Qu'est-ce qui t'inspire? Non, déjà, je te rectifie tout de suite déjà. Je vais te dire que le sommet des autres n'est pas le mien. Oui. Et ton sommet ne sera jamais le mien. Moi, je n'ai atteint aucun sommet. Je n'ai atteint aucun sommet. Je vais atteindre un sommet quand je serai mort. Quand on me mettra dans une tombe ou quand on va m'incinérer quelque part, c'est à ce moment que j'aurai atteint le sommet. Parce que j'estime que dans notre métier, quand les gens me voient porter un képi sur la tête, c'est pas pour rien que je porte ce képi. Chaque fois que je sors de l'avion, j'enlève le képi et je dis, tu es peut-être une star dehors, mais tu n'es rien chez toi. C'est pour me permettre tout le temps de remettre pied sur terre. C'est-à-dire que de revenir à l'homme que je suis. C'est-à-dire que l'homme que je suis sait d'où il vient, sait d'où il est parti. Et c'est tellement important de se remettre à ce niveau-là. C'est cette seule force-là qui nous permettra d'atteindre ce sommet dont rêve tout le monde. Peut-être pour certains, je l'ai atteint, c'est leur problème, mais leur sommet n'est pas le mien. Voilà. Donc, l'inspiration, c'est quoi? L'inspiration vient des bêtises humaines, hein, des bêtises humaines, du vrai visage des gens. C'est-à-dire que le vrai visage des gens montre leur intérieur, montre leur bêtise, montre leur haine, montre leur corruption, montre leur abus de pouvoir, montre leur irresponsabilité. Surtout parlant de cette responsabilité-là, parce que et aujourd'hui, ce qu'on peut voir chez nous, c'est une forme de, 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 de personnes et qui se disent victimes. Eux, ils sont victimes de tout le monde, ils sont victimes de tout. Tout le monde est responsable de leur situation actuelle, mais c'est des gens qui se lèvent tous les matins, qui foutent rien et qui n'attendent que ces gens qui sont victimes de leur, et qui, soi-disant, les mettent dans une situation difficile, qui n'attendent d'eux que le salut. C'est absolument dommage. Donc, toute cette situation-là, tout cet environnement-là, toute cette créativité que nous avons en Afrique, où on voit de l'autre côté, il y a des gens qui n'attendent personne. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins et le soir, ils sont obligés de nourrir leur famille, sinon cela devient une insécurité pour leur famille, cela devient difficile. Ces femmes qui se battent tous les jours, ces femmes qui vous installent une étagère dans le marché, cette étagère vous en met plein la vue. Une femme qui vous parle de trois petits objets qu'elle vend, qu'elle vous explique, elle vous explique à quoi servent les objets, et tout ça, ça m'inspire énormément. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre culture est tellement riche, est immensément riche, que quand, des fois, j'ai honte de voir certains Béninois, quand je les amène dans des marchés, et je dis, écoute là, voilà, une étagère comme ça. Tu peux m'expliquer tout ce qu'il y a sur cette étagère? Ah mais non, ça c'est les trucs maléfiques, ça c'est les trucs du vaudou, ça, mais ils n'en savent rien du tout. C'est vraiment cette culture-là, riche, cette cosmogonie qui se trouve en partie dans, dans, dans des pans, dans des pans de nos, de nos, de nos, de nos richesses culturelles,
c'est tout ça qui m'inspire, c'est tout ça qui fait de moi aujourd'hui cet artiste euh, qui tient résider, à résider au Bénin sur sa terre africaine parce que c'est de là où il y a c'est là où il y a c'est là où il y a la force, c'est là où il y a cette puissance, c'est là où il y a cette manière de pouvoir être l'égal des autres, l'égal des autres, c'est-à-dire être pas celui qui est regardé comme un pauvre malheureux africain, mais c'est là où il faut rester pour être regardé comme quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelqu'un qui fait partie du groupe, quelqu'un qui fait partie de la bande, qu'on peut appeler aujourd'hui ce World Group Artist. Voilà. Merci, merci Romuald. Est-ce que tu pourrais nous faire part d'une ou de plusieurs anecdotes concernant des défis ou les opportunités que tu as rencontrées dans ta carrière, dans ta vie, dans tes activités? Oui, mais moi, quand on me parle d'anecdotes, j'aime bien parler des choses drôles parce que c'est l'occasion de rigoler, c'est l'occasion de montrer aux gens que ça n'a toujours pas été cet artiste dont on parle aujourd'hui. Tout le monde me prend pour une star. Je ne suis pas du tout ça. On peut m'approcher seulement. Beaucoup de gens n'ont pas mon numéro, c'est pas grave, mais on peut, on peut me parler, mais on ne doit pas dire des conneries parce que j'ai une sale réputation de pouvoir mettre chacun à sa place et de dire, bon, arrête ton histoire, rien à se dire, au revoir, bye bye. Donc, il faut comprendre que moi, j'ai commencé comme tous ces jeunes-là et j'ai eu de ces gifles et que j'aime bien raconter comme anecdote. Voilà, c'est des gifs assez drôles. Hein. Il y a une grande dame, pour moi c'est une grande dame qui s'appelle Diane Tevoidre et qui vit en Afrique du Sud et que j'ai encore revue il y a quelques semaines. Et je lui ai raconté une anecdote dont elle ne se souvenait pas, elle se souvenait pas dans un local où elle m'avait permis de faire une expo à une époque où vraiment j'avais des difficultés énormes, 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 énormes. Donc j'arrive dans un premier bureau, dans un ministère, où j'ai étalé toutes mes peintures que je faisais à l'époque. Et le gars, il me dit, c'est vous qui avez fait ça? Je dis, oui, mais bien sûr, c'est moi qui ai fait ça. Alors, il me reprend encore, il me dit, jeune homme, c'est toi qui as fait ces peintures? Je dis, oui, mais c'est moi qui ai fait ces peintures. Et pourquoi vous me demandez ça? C'est moi qui ai fait ces peintures. Et moi, je ne peux rien faire pour toi, mais je vais t'amener voir une dame. Je suis certain que cette dame pourra faire quelque chose pour toi. Je dis, OK, d'accord. Bon, encore une étape de la journée. Oh, j'avais faim, j'avais soif. Vraiment, depuis des heures, je suis parti de Porto Novo. J'ai été gardé dans son bureau. Donc, finalement, on arrive chez Diane Tevoidre. Et Diane me dit, à l'époque, hein, moi, je peux jamais imaginer qu'elle avait 1 ou 2 ans de plus que moi. Je la prenais pour la grande sœur parce que c'était la grande dame. Mais pour moi, elle sera toujours la grande sœur. Hein. Ça ne changera jamais parce que mon amour pour elle, ma reconnaissance pour elle sera toujours aussi grande. J'arrive dans son bureau. Elle me dit, montrez-moi ce que vous faites, jeune homme. Et je lui montre tout. Elle me dit, c'est vous qui avez fait ça? Je dis, oui, c'est moi qui ai fait. Pourquoi vous me demandez? Et puis elle me dit, je vais vous offrir 2 vernissages. Et je la regarde comme ça. Et je la regarde. Je dis, madame, mais les tableaux sont vernis, seulement ils sont mat. Et elle se met à rire et les gens qui étaient là se mettaient à rire. Tu sais, parce que moi, à l'époque, je commençais à peine, je sortais de mon Porto Novo natal et je venais à pour montrer les trucs. Elle était morte de rire, mais elle ne se foutait pas de ma gueule. Elle se foutait pas de ma gueule. Elle s'est bien retenue, mais les autres, bon, ont disparu à gauche, à droite. Et puis elle me dit, ah non, mon jeune frère, je vais t'offrir 2 cocktails. Et je lui dis, mais c'est quoi cocktail? C'est quoi? Elle me dit, non, on va offrir des verres à tout le monde. Donc ça, c'est une anecdote que j'aime bien raconter. J'aime bien raconter. C'est le tout début, c'est assez drôle. Et la deuxième anecdote, hein, pour dire aux gens que ça n'a pas été toujours le succès ou pas comment dire, ou des choses absolument belles. En 88, j'avais fait des peintures. J'étais très fier parce que les peintures, bon, j'étais d'accord pour les montrer. Et j'enroule le tout et j'apporte les peintures à Paris, chez André Magnin. Il y avait 3 ou 4 personnes chez André Magnin.
Et je déroule les peintures. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que toute la peinture s'est craquelée et est restée au milieu de la toile. C'est-à-dire qu'il y avait des débris de peinture, oui, et qui étaient craquelés et qui étaient restés au milieu de la toile déroulée. Et comme ça, je te jure, j'avais envie de pleurer, mais j'ai résisté. J'ai dit, je ne vais pas pleurer devant ces gars-là. Je ne vais pas pleurer. Ils se sont foutus de ma gueule. Ils se sont vraiment moqués de moi en disant, ah, ça, c'est de la peinture. Hein. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, bon, et tu vois l'humour français et tout. André Magnin, hein, et ses amis qui étaient là. Et puis, après, André me dit, bon, mon gars, bon, c'est pas fameux, hein, et je comprends le problème que tu as. Maintenant, je vais te donner une adresse. Et tu vas aller dans cette boutique-là qui s'appelle Sennelier sur un quai à Paris, là-bas, là, en face du Louvre. Ouais. Et tu vas leur poser ton problème et ils vont te le régler. Et c'est lui qui m'a filé l'adresse et je suis allé là-bas. En réalité, ce qu'il faut comprendre par cette anecdote-là, c'est-à-dire que les produits qui sont faits, qui sont utilisés un peu partout dans le monde, sont des produits chimiques qui réagissent à une certaine hygrométrie. C'est-à-dire que le liant de peinture qu'on utilisait à l'époque et qui est un liant doit résister plutôt à une hygrométrie de 10% par exemple, ou à une hygrométrie de 80%. Parce que chez nous, l'humidité est à 80%. Donc, quand on prend n'importe quel liant ici pour faire la peinture, une fois qu'on arrive en Europe, aux États-Unis, où le climat est beaucoup plus sec, où l'hygrométrie est moindre, où on peut aller à 5% d'humidité dans l'air, tout se craquelle, comme notre peau se craquelle quand même en Europe. Et la peinture est craquelée. Donc, c'est pour raconter à tout le monde que j'ai eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs, dont je me suis relevé, parce que chaque échec n'est qu'un début du succès. C'est-à-dire qu'on apprend par ça et il faut en tirer les conclusions. Voilà les deux anecdotes que je peux te raconter. Merci, merci beaucoup. Quand je pense à toi, à Ouais. ton image de marque, voici les mots qui me viennent à l'esprit, Romuald. Génial, créatif, passionné, professionnel, engagé, franc-parler et loyal. Comment te définirais-tu personnellement et qu'est-ce qui te rend efficace? Quelles compétences as-tu développées pour en arriver là où tu es? Oui, moi, je ne dis pas de cette manière-là. J'estime que, que je suis un ami et un vrai ami. Pas un follower, hein, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne suis personne sur les réseaux sociaux, mais je me dis comme un ami. Un ami, il fait quoi? Un ami, il aime son ami. Un ami, même si son ami le frappe, il arrive à lui dire la vérité. Il arrive à lui dire la vérité. Pour que demain, si on se regarde, on pourra voir dans les yeux et cet ami-là pourra dire de tout ce monde-là, c'est le seul qui m'a dit la vérité. Et c'est lui qui m'a dit la vérité. Donc, c'est vraiment un ami. Moi, c'est comme ça que je me définis. Parce que le franc-parler, là, ça blesse beaucoup de gens. J'ai souvent blessé beaucoup de gens. Mais je dis, je peux te blesser, mais si on se revoit dans 6 mois ou dans un an, il faudrait que tu aies l'honnêteté de me dire simplement que j'ai été celui qui t'a dit la vérité. De toute l'histoire, celui à qui tu as pu faire confiance. Et c'est comme ça que moi, je me définis. Je ne me définis pas autrement. Parce que j'estime que dans la vie, il faut être loyal avec les autres, il faut être fidèle avec les autres. C'est la raison pour laquelle j'ai très peu de galeries et que je suis fidèle avec mes galeries et que je tiens à eux et que, et que, et que je ne les lâcherai pour rien au monde, hein, parce que j'estime que au moment où j'avais commencé, j'étais tellement en difficulté et ces gens-là ont toujours été là. Ont toujours été là pour moi. Quelqu'un comme André Magnier, il a toujours été là. Il a toujours été là. Il m'a toujours soutenu depuis le début, à la mort de ma femme. Vraiment, il fut un Noël où, où, où mon gamin me disait, mais papa, il venait de perdre sa main. Hein. Papa, si maman était là, on n'aurait pas passé Noël à être assis dans la chaise comme ça.
Et je dis, mais j'ai rien. J'ai rien. J'ai pas de quoi t'acheter un cadeau. J'ai même pas de quoi vraiment faire plus que ce que je peux faire. Et à ce moment-là, André Maillet me téléphone et me demande si ça va. Je lui dis, ça va, ça va. Il me dit, non, mon gars, ça ne va pas. Il y a un problème qui ne va pas. Donc, à cette époque-là, il m'a seulement envoyé un peu d'argent et depuis Noël avec ça, ça. Et pour me faire oublier, je pense qu'il faut me tuer. Il faut me tuer. Il faut me tuer. Et pour me faire oublier ça. Parce que je pense que la vie, surtout la vie avec les difficultés que nous avons eues dans la vie, cela signifie quoi? Nous sommes des artistes, on n'est pas des salariés. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux gagner de l'argent, demain, tu peux ne pas gagner de l'argent. Donc, il faut pouvoir compter sur quelqu'un. Il faut pouvoir être soutenu ou par la galerie, ou par les musées, ou par les galeristes. Il faut pouvoir être fidèle à ces gens-là. Il faut pouvoir gérer ton, ta situation d'instabilité financière, un, en limitant les dégâts, c'est-à-dire qu'en n'ayant pas de maîtresse, en n'ayant qu'une seule femme, en ne créant pas des problèmes là où il ne faut pas en créer, ça veut dire qu'en achetant une grosse voiture que tu ne peux pas entretenir, en construisant une grande maison que tu ne peux pas gérer, que tu ne peux pas entretenir, en limitant les dégâts à tout point de vue. Donc à ce moment-là, nous pouvons résister à notre condition d'artiste, qui n'est évidemment pas facile. Et puis, la deuxième solution, c'est de pouvoir gérer le travail à un certain niveau où on n'est pas dispersé pour pouvoir mieux le contrôler. Donc, c'est pour arriver à te dire que quand moi, je commence un travail, je suis à 200% dans le travail. Je ne veux pas être dispersé, je ne veux pas être dérangé. Si je ne peux pas être à 200% dedans, j'arrête. Jusqu'au moment où j'arrive à me mettre à 200% dans ce travail-là. Pour pouvoir de la qualité. Parce que la qualité, j'en dépends parce que c'est ma réputation. Et c'est ma réputation, c'est la réputation des gens qui travaillent avec moi, qui m'ont toujours soutenu. Parce que moi, je peux t'assurer, je n'ai jamais travaillé ni pour un musée, ni pour quelqu'un, ni pour un individu chez lui, ni pour un collectionneur. Je n'ai jamais travaillé pour ces gens-là. J'ai toujours travaillé pour ma communauté. J'ai toujours défendu ma communauté. J'ai toujours défendu mon travail. Et ma communauté, c'est quoi? C'est cette communauté Yoruba, là, dont je suis très fier parce que notre art a été toujours un art communautaire. Et si cette communauté est fière de moi, déjà par rapport au travail que je fournis, moi, je suis satisfait. Je suis satisfait. Et ça n'a jamais été pour l'argent. Ça n'a jamais été pour l'argent. L'argent nous a toujours suivis. Mais jamais j'ai travaillé pour l'argent. J'ai toujours travaillé pour l'engagement que je prends par rapport à cette communauté-là et pour qui est absolument riche, qu'il faut perpétuer, qu'il faut développer et qu'il faut soutenir, qu'il faut entretenir et surtout qu'il faut préserver et partager. Pas la vendre, mais partager. Voilà. Merci Romuald. Je réalise que je n'ai pas traduit pour nos amis anglais tellement j'étais prise dans cette interview. Dear English speakers, I was so caught into this interview, I literally forgot to translate. So basically, about Romuald's story, he told us about his humble beginnings, his difficulties with his father who wanted him to become a customs agent. He wanted to be a medical doctor, but he never made it to the A level. And so he had some talent and he decided to be an artist, but it was a difficult path, a very difficult path through which, you know, he struggled quite a lot, but progressively he met some people who liked his art, who actually supported him, who sponsored him, and that is one of the reasons why today he is still very, very grateful and very loyal to those people. He's also telling us about his inspiration. He's inspired by the people in the street, by real life people, by workers, by women who sell in the market, by our African traditions, our culture, our cosmogony.
he spoke about anecdotes that were very funny about how the first time that someone told him they were going to do a cocktail to exhibit him, he had no clue what a cocktail was. So, it had to be explained to him. He told us, sorry? Vernissage, tout. And the vernissage, the opening of an exhibition. Again, he didn't know the word. He thought it was a word to, to varnish his paintings. So these are the things that he was talking about. And also the fact that he is naturally a very, very loyal person. He sees a friend and he will speak the truth, even if that hurts, because all he wants is that one day that person, even if the person were offended, would remember that he is the person who spoke the truth. And I have to say, knowing Romuald for such a long time, he is a very, very true friend, through thick and thin. Alors Romuald, tu as deux passions en dehors de l'art. Oui. La pêche et le cyclisme. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Oui, mais avant de parler, je vais te parler un peu de moi d'abord. C'est-à-dire que quand je suis dans une bande d'artistes, il y a des gens qui commencent à poser des questions si je suis vraiment un artiste. Parce que je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne bois pas de thé, je ne bois pas de café, je ne prends pas d'excitant, je ne me drogue pas du tout. Quand je suis fatigué, je vais au lit, je dors très très bien. Et les femmes en une seule. Parce que j'ai une qui en vaut 10 à la maison. Donc, je suis un peu comme un extraterrestre dans cette bande d'artistes, un peu dévergondés, qui boivent, qui fument. Moi, non, c'est pas ma passion. Mais j'ai quelques passions qu'on ne peut pas m'enlever, comme la pêche et le sport. La pêche, par exemple, je ne peux pas ne pas aller pêcher, pour une raison donnée. La pêche, ce n'est pas seulement pour le poisson. J'ai 3 bateaux chez moi, j'ai des Boston Whalers chez moi, je sors en mer de temps en temps, mais ce n'est pas forcément pour le poisson. La pêche, c'est pour être en moi. C'est un peu comme une méditation où je peux passer 2 jours sans sortir un seul poisson, mais je suis au bord de la mer là et je peux t'assurer que au bout des 2 jours, j'ai réglé tous mes problèmes, tous mes nœuds au niveau d'une pièce, par exemple. Je te parle d'une pièce qui est S-Africa, qui est au musée de Quai Branly. Oui. C'est à la pêche que j'ai réglé la manière de pouvoir monter cette pièce-là. Parce que, regarde, quand on a une diffuse comme ça, où tu ne sais pas trop, bon, comment, parce qu'il y a 100 000 idées qui te passent dans la tête rapidement, mais tu ne sais pas trier. Or, si tu es chez toi, avec le monde, la famille, tu n'arriveras jamais à trier. Quand tu es dans ton atelier, tu n'arriveras jamais à trier. Parce que quelqu'un va passer, parce qu'il va y avoir les assistants qui sont là, qui vont... Non. Mais quand tu es à la pêche, tranquille, à ton fauteuil, là, tu commences à être face à toi-même et tu commences à régler tes problèmes. Parce que c'est à ça que me sert la pêche. La réalité, c'est celle-là. Et que beaucoup de gens ne savent pas. Parce que ce n'est pas que le poisson. Mais j'adore pêcher le poisson. Je suis hyper équipé pour pêcher le poisson. Je pêche quand j'ai vraiment envie de pêcher, de sortir le poisson, je sors le poisson, il n'y a pas de problème. Mais si je n'ai pas de poisson, ce n'est pas grave. Mais je peux, après une pêche, j'ai déjà gagné ma journée. Parce que j'ai réfléchi, j'ai trouvé des solutions à tous les problèmes qui se posaient à moi. Et de l'autre côté, cette passion pour le sport, je pense que je l'ai eu de mon père. Et puis, en opposition à mon père, il adorait le foot. Et il mettait tout son argent dedans. Et moi, bon, je hérité ça un peu de lui, où je mets mon argent dans le cyclisme depuis près de 30 ans que je finance le cyclisme. On vient de faire le tour du Bénin. Je suis le président de la Fédération béninoise de cyclisme. On vient de faire un tour du Bénin
magnifique avec une sécurité dithyrambique offerte par le chef de l'État. Salut au passage, c'est vraiment formidable. C'est formidable. Donc ça, c'est mes deux passions. Mais on ne va pas s'éterniser sur ça parce que c'est un peu mon côté privé, quoi. So Romuald has two passions, fishing and cycling. And fishing is not for the fish. It's not for catching fish. It's mostly for the peace and quiet. It's like meditation when he's out at sea. And that is the moment when the ideas come. And that's when he really finds solutions for his work. Because when he is by himself, that's when the ideas flow and everything becomes very clear. And when it comes to cycling, he's the president of the Benin Association of Cyclists, and they've just done a tour of Benin that was extremely, extremely successful, and he's very happy and very proud about that event that just happened a few weeks ago. But as he says, this is his private side, so he won't tell us more about that. Alors, quelle est la plus belle opportunité professionnelle de ta vie, Romuald, et pourquoi celle-là, et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Ma plus belle opportunité, c'est d'avoir rencontré un homme. Un homme qui, pour moi, compte énormément. Vraiment, il compte énormément. Cet homme, c'est André Magnin, et qui est venu à la première exposition que je faisais, à la première exposition officielle, après plein de refus. Après plein de refus. Il est venu là, phrase. Il m'a dit une phrase. Et cette phrase est capitale. Et je voudrais que beaucoup de gens entendent cette phrase-là. Mais avant d'arriver à cette phrase, il faudrait que je raconte l'histoire dès le début. C'est-à-dire que quelqu'un a votre exposition et vous demande, bon, et c'est vous qui faites ça? Je dis, oui, c'est moi qui fais ça. Est-ce que vous savez dessiner? Je dis, non, je ne sais pas dessiner. Bon, c'est intéressant ce que vous faites. Bon, ok. Moi, je m'appelle André Magnin, donc je peux... vous habitez où? Porto-Novo? Oui, ça m'intéresse, je viens vous voir. Donc, il vient chez moi. Et puis, il achète une douzaine de pièces. Et moi, à l'époque, je vendais les pièces à 25 000. 25 000 CFA. Hein? Oui, 25 000 CFA. Et je lui dis, monsieur, c'est 25 000 CFA. Et lui, il me regarde et puis il dit, non, que moi, non, je ne veux pas les acheter à 25 000 CFA. Je vais vous donner 50 000 pour chaque pièce. Et je regarde, il sort d'où? Je lui dis 25 000 et il me donne 50 000. Donc, il revient 6 mois après et il choisit 6 pièces. Et bon, monsieur, bon, la dernière fois, vous avez déjà bien payé. Vous pouvez partir avec la pièce parce que vous avez payé tout la dernière fois. Non, 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 mon ami, ça ne va pas se passer comme ça. Il me regarde. Maintenant, le travail est très bien, c'est pas mal. Il faut que vous continuiez. Et il me paye 150 000 francs, 150 000 francs par pièce. Tu vois? Quoi vaut la peine d'être raconté pour qu'on puisse comprendre la phrase dont je veux parler là. La phrase dont je veux parler, c'est une phrase capitale qui a tourné dans ma tête pendant 6 mois avant que je ne comprenne la phrase. Oui. Oui. Donc, il revient 6 mois après. Il prend encore 6 pièces ou 8 pièces. Et ça, le retour qu'il a fait, ce n'est pas au Bénin, c'était en Côte d'Ivoire qu'on s'est vu, à Abidjan. Il prend les pièces. Au lieu de me payer au prix auquel les pièces sont vendues au Centre culturel français d'Abidjan à cette époque-là, non, il m'a payé en catimini et il m'a payé 300 000 par pièce. Ce qui était énorme. Donc, il me dit, on se revoit à Cotonou. Il revient à Cotonou. 6 mois après, il me rachète encore des pièces et il me paye un prix absolument ahurissant. 600 000
par pièce. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, le boulot... Et je me suis arrêté, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Et il m'a dit cette phrase-là. Et cette phrase-là doit tourner dans la tête de beaucoup de gens. C'est une phrase capitale. Le collectionneur Johnny Pigosi et moi ont décidé de mieux te payer pour que tu sois tranquille. Alors, jeune, 25 ans, on te sort une phrase comme ça, tu ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on te paye bien pour que tu sois tranquille. Ça veut dire quoi? J'ai tourné en rond chez moi à Porto Novo pendant un mois pour essayer de comprendre cette phrase. Puis, il n'est pas expliqué. Et moi, ayant gagné beaucoup d'argent à cette époque-là, je ne voulais pas lui faire l'affront de lui dire de m'expliquer la phrase. Parce que je captais tout, je gardais beaucoup pour moi, mais quand je ne comprenais pas, je ne voulais pas, bon, j'étais un peu timide, je ne voulais pas dire, bon, je n'ai pas compris. Je ne disais pas ça tout de suite, j'essayais de réfléchir et d'essayer de comprendre. Donc, au bout de 6 mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie cette phrase? Nous te payons très bien pour que tu sois tranquille. Et au bout du rouleau, j'ai compris. Au bout du rouleau, j'ai compris. J'ai compris que il ne fallait pas produire, c'est qu'il fallait faire un travail de qualité. Parce que j'avais de l'argent qu'on me payait et pour que je puisse payer mon loyer, mon téléphone, pour que je puisse remplir mon frigo et que je puisse même avoir payé d'avance pour faire du travail de qualité. Beaucoup de gens doivent le comprendre. Et c'est ce que signifiait cette phrase-là. Et cette phrase-là m'a sauvé. C'est la meilleure opportunité que j'ai eue. Elle m'a sauvé. C'est ça qui a sauvé toute ma carrière aujourd'hui. Parce que moi, je ne produis pas. Bon, vous venez me voir. Je vais vous vendre. Je ne vais rien vous vendre. Ça ne m'intéresse pas de vous vendre quelque chose. Mais, moi, cet artiste respectable aujourd'hui qui fait de la qualité. Ce n'est pas bon, ça ne sort pas. Parce que j'arrive à mieux gérer l'argent que j'ai. Je ne suis pas autant riche. J'arrive à mieux l'argent que j'ai. J'arrive à mieux contrôler la situation et à me faire confiance moi-même d'abord en disant, OK, j'ai 100 francs, je ne dois créer aucun problème nulle part où les 100 francs deviendront 25 francs. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, dans cette gestion-là, je mettais 50 francs de côté pour les temps difficiles. Je mettais 25 francs pour pouvoir voyager et je mettrais 25 francs pour pouvoir manger. Et ça équilibrait tout ma vie et mon travail. Mais je vous assure, c'est absolument très difficile de pouvoir expliquer ça à quelqu'un, de dire, voilà, c'est dans ton de faire de la qualité. Les gens vont te dire tout de suite, non, toi tu gagnes bien ta vie, tu ne veux pas qu'on gagne nous notre vie. Oh, ton travail c'est du bullshit. Ton travail c'est des produits occidentaux. Tu n'as rien compris du tout. Tu n'as même pas compris comment il faut que tu aies sur le marché. Et moi, je suis en train de faire de la qualité et tu penses que mon intérêt à moi, c'est que tu ne gagnes pas de l'argent? Mais non, c'est ça être un ami. So I asked Romuald what is the biggest opportunity in his life and how did that change his behavior? And he said the biggest opportunity was to meet this man, André Magnin, who came to an exhibition in Benin and saw his work. At the time, he was selling his sculptures for 25,000 CFA, and the man came and bought 4 and paid him 200,000 CFA, so 50,000 for each piece. And then a few months later, he came back and bought more and paid him double. And then again, he came back and he kept doubling the price. And Romuald was thinking, what's going on with this man? Is he crazy or something? So one day he asked the man, why are you paying me so much? And the man said, Monsieur Pigosi, who is an art collector, and myself have decided to pay you enough so that you have peace of mind. And for him, that was a mind-boggling sentence. And for many, many months,
that sentence was going round in circle in his head because he could not understand why anybody would pay you to have peace of mind. But then he understood that producing art is not making quantity. It's all about the quality of what you do. And that has totally changed his art, totally changed his life, totally changed his relationship to money. And so he said, this is the unforgettable sentence that is linked to the biggest opportunity ever in his life. Alors, Romuald, tu es souvent invité, tu es souvent interviewé. Oui. Qu'est-ce qui fait de toi un orateur international? D'où te vient la confiance pour prendre la parole et qu'est-ce qui fait que les gens t'écoutent? Et déjà, bon, beaucoup d'Africains, à l'éducation qu'on a eue, chez nous, on a des fois du mal à parler, on a des fois du mal à regarder les gens dans les yeux, surtout les aînés, à regarder les grands dans les yeux. Et pour parler, on baisse les yeux, on n'arrive pas à parler quand le patriarche parle, quand mon père. Moi, par exemple, je n'ai pas posé de questions à mon père. Je pense que c'est dans l'éducation des gens. Mais moi, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que dans la situation où j'étais en grande difficulté, où rien ne m'impressionnait, sauf mon père de son vivant, hein, qui m'impressionnait, qui me faisait peur. Et je bégayais quand mon père m'impressionnait, jusqu'au jour où je n'ai plus eu peur de mon père. Le jour où je n'ai plus eu peur de mon père, je ne bégayais plus du tout. Donc j'ai dû rééduquer ma langue, j'ai dû rééduquer ma manière de parler, en posant plus la voix, parce que je n'étais plus impressionné par mon père. D'accord? Ça, c'est la première chose. C'est tout ça un processus. D'accord? Une fois, je n'ai plus eu peur de mon père, je me suis dit, tous les autres qui vont se mettre devant moi, que ce soit un président de la République, que ce soit un ministre, que ce soit un sous-fifre, que ce soit un Platon, ils vont tous aux toilettes comme moi le matin, soir, ou dans la journée, ils vont tous aux toilettes, ils pissent comme moi, ils dorment comme moi, ils mangent comme moi. Donc, en réalité, je n'ai rien à leur prouver et eux non plus n'ont rien à me prouver. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas m'impressionner. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux être l'homme au monde, je peux avoir de l'admiration pour toi, ça c'est autre chose, mais tu ne peux pas m'impressionner à ce que je ne puisse pas te parler. Donc, ma technique à moi pour parler, c'est que quand j'ai un auditoire devant moi, je regarde tout le monde et je scanne tout le monde et je regarde la personne qui va être la plus hostile parce que nos visages sont des... Je ne sais pas, il faut que je trouve le bon mot pour pouvoir le dire. C'est-à-dire que nos visages sont traîtres. Oui. Sont traîtres. Oui. Quelqu'un, tout de suite, au bout de 5 minutes, je suis capable de te dire que cette personne est traître. Cette personne va me mentir dans les 5 minutes. Cette personne, ce qu'elle dit n'est pas vrai parce que tout trahit cette personne sur son visage. En Europe, je lis ça tout de suite. En Afrique, je lis tout de suite hein, parce que moi, je suis un artiste qui sculpte le vrai visage des gens. Oui. Donc, les 30 ans de ma vie, pendant 40 ans de ma vie, c'est analyser le vrai visage des gens et pouvoir sortir la réalité du vrai visage des gens. Donc, je regarde la personne la plus hostile et c'est cette personne-là, je me mets en face de cette personne-là pour parler aux autres, en regardant cette personne droit dans les yeux, en gardant cette personne, parce que cette personne sera la plus difficile à convaincre, parce que cette personne est la plus hostile. C'est à cette personne que je parle en la regardant. C'est exactement comme si j'étais à Houston, dans une classe assez difficile, où je devais vraiment
faire une conférence, un workshop pour des enfants un peu taciturnes. Quand je suis arrivé dans la salle, bonjour, après l'introduction du professeur, j'ai regardé les gamins, droit dans les yeux, chacun droit dans les yeux. Et j'ai vu les 4 qui étaient hostiles et je dis, vous, vous venez devant, vous venez devant, vous venez devant, vous venez devant. Et ils sont tous venus devant. Les cas les plus difficiles, je les répète tout de suite parce que leur visage les... Et à ce moment-là, quand je commence à parler, l'auditoire est obligé d'écouter. L'auditoire est obligé d'écouter parce que non seulement ce que tu dis, tu dois écouter avant de pouvoir parler, ça doit pouvoir les maintenir, les accrocher. Tu dois pouvoir tout dire sans être bavard. Et c'est ce qui nous manque parce que nous devenons bavards. Quand nous sommes trop bavards, et les gens s'endorment. C'est-à-dire qu'en très peu de mots, c'est exactement comme faire une sculpture ou faire une peinture. En très peu d'objets, en très peu de mots, on doit pouvoir et tout dit pour ne pas ennuyer les gens, tout dit pour capter les gens, tout dit pour que les gens ne te lâchent pas après. C'est-à-dire qu'ils auront tellement de questions à te poser après parce que tu en as tellement mis en très peu de mots avec la force qu'il faut. Merci, Romuald. So, to the question, what makes you a public speaker, an international public speaker, he explained that as a child, he was very impressed by his father, so he used to stutter. When his father passed away, the stuttering stopped. And from there, he thought no one else will ever impress him again because they're all human beings. They all have their human needs. So they're all equal. Nobody will impress him and he won't be impressed. He knows he won't impress anyone as well, but you know, he may respect people, he may admire them, but he's not impressed by them. Now, his tips for public speaking are, you know, to actually think carefully about what you're going to say, look in the public, try to find the person who will be the most hostile to you, look at them straight in the eyes, and then speak to the group, and you will make sure that what you say will be captivating and everybody will be listening to you. That is in a nutshell what Romuald just explained. Avec l'expérience que tu as aujourd'hui, Romuald, si tu devais donner des conseils à Romuald Azoumé plus jeune, que lui dirais-tu? Ah, à celui-là, je dirais qu'il a mis trop de temps à faire la résilience des problèmes avec son père. Oui, oui. C'est-à-dire que j'aurais dû régler tôt mes problèmes avec mon père. C'est-à-dire que les difficultés que j'avais avec mon père, j'aurais dû vraiment les régler. Et ça, c'est le conseil que je me donne à moi-même. J'ai mis du temps à les régler. Et ça, un blocage de mon cerveau, droit ou gauche, je ne sais pas lequel c'est, mais ce cerveau était occupé et qu'il ne m'a pas permis de vraiment bien être à 200% quand j'avais 15 ans, 20 ans. Voilà. Et c'est le conseil que je lui donnerai en disant, le père restera un père. Le père restera aussi pauvre qu'il soit, aussi riche qu'il soit, aussi il nous a élevés, il nous a donné une éducation comme il peut. Nous n'avons aucun droit de le juger. Moi, je ne jugeais pas mon père, mais je m'opposais à lui pour défendre nos mamans. Je m'opposais à lui pour défendre mes frères. Et je prenais beaucoup de coups que je n'acceptais pas parce que je défendais les autres, parce que je ne trouvais pas juste cette sévérité qu'il avait. Mais je pense qu'au bout du rouleau, il a été le mieux éduqué. Beaucoup de coups. C'est-à-dire que ce père, j'ai mis du temps à comprendre. Il m'a tellement mis en difficulté que ça a été la meilleure éducation. Aujourd'hui, on peut tout me prendre. C'est-à-dire mon argent, mes voitures, ma maison, on peut tout me prendre. Je suis prêt de pouvoir recommencer à zéro et je reviens à la même place au bout de quelques mois. C'est-à-dire que l'éducation que mon père m'a donnée, l'éducation que nos parents nous ont donnée, en réalité, ces gens-là nous aiment, mais
ils ne savent pas des fois, par rapport à l'éducation qu'ils ont reçue, la manière de nous l'exprimer. Et ils sont maladroits à des moments, on ne peut pas le leur reprocher. Ils sont maladroits à des moments, c'est un coup par là, parce que tu oses lui dire à lui, qui n'a jamais dit à son père, ce qu'il fait, la souffrance qu'il inflige à la famille en imposant telle ou telle chose à la famille. Lui n'a jamais pu dire à son père, donc il n'accepterait pas que son fils lui fasse un affront. Et le fils est privé d'argent de petit déjeuner. Le fils est privé de sortir. Le fils est privé de manger. Le fils est privé de jouer. Donc, moi, je me suis fabriqué mes jouets moi-même. Moi, en fait, en réalité, il m'a rendu service. Il m'a rendu service. C'est-à-dire que j'ai capitalisé tout ça. J'ai capitalisé tout ça. Jusqu'au jour où je suis allé lui dire, mon cher papa, tout l'argent dont tu auras besoin, tout ce dont tu auras besoin, ce n'est pas à ta mort qu'on va étaler toute la richesse et dire, on va faire. Non. Si tu ne me le réclames pas aujourd'hui, tant pis pour toi. Je vais tout te donner avant ta mort. Tu mangeras tout. Tu n'auras besoin de rien. C'est-à-dire que je fournirai, je vais t'aider jusqu'au bout. À partir de l'instant où maintenant j'ai compris ce que tu as fait pour moi. C'est-à-dire que et cette éducation où j'étais le détestable, j'étais la bête noire. Quand je rentrais chez moi, ma mère commençait déjà parce que savait que mon père et moi allaient encore se chamailler. Tu vois? Et mais c'était pas drôle du tout, hein. C'était pas drôle du tout. C'est-à-dire que si j'ai un conseil à donner à ce Romuald-là, c'est qu'il a mis trop de temps à faire cette résilience-là. Voilà. Merci. So to the question, what advice would you give younger Romuald Hazume with the experience you have today? He said the main advice would be not to take too long to make peace with your father, because he was antagonizing as a young kid. He was constantly antagonizing with his father. He got punished again and again, deprived of food, deprived of toys. But he says at the end of the day, he understood that parents love their children and they do what they can with the education they got from their own parents. And that is what they try to give to their children. And sometimes they make mistakes, but if you understand that it comes from a place of love and you have the resilience to actually talk to them and make peace with it, then you will feel much better. And the day he finally made that resilience and went and spoke to his father and decided he would shower his father with everything that he needs, that was the best thing he could do. So that's the advice he would give the younger Romuald. Nous arrivons à la fin de cette interview passionnante. Et je voulais te demander simplement, Romuald, si tu as un dernier message pour notre auditoire qui vient de partout. Oui, oui. Vous voyez, dans la vie, il y a quelque chose qui compte aujourd'hui. C'est surtout de savoir d'où l'on vient. Quand on sait d'où on vient, toi, il sait qui vient, il sait qu'il a, une religion qui est différente des autres. Et il sait qu'il a une religion qui est différente des autres. Et donc, alors je disais. Romuald, je suis désolée, nous ne t'entendons plus. Voilà, maintenant vous m'entendez. Ah, oui, oui, super. Voilà. Je dis, quand le Chinois, il sait d'où il vient, il sait qu'il vient de Bénin, il sait qu'il a une religion. Quand le Français, il sait qu'il vient des Alpes, il sait qu'il a une tradition, il sait qu'il a une culture. Quand
l'Indien de Phoenix, de l'Arizona, il sait d'où il vient. Il sait qu'il a une richesse, qu'il a une religion qui est différente de celle d'autres auxquelles il croit. Le jour où nous, Africains, nous allons donner l'importance à nos religions endogènes, nous saurons réellement d'où nous venons. Et seul salut à ce moment-là. Parce que moi, je sais d'où je viens. Et pour moi, c'est capital. Et je pense que aujourd'hui, le vrai problème que nous avons en Afrique, c'est que beaucoup d'entre nous ont oublié d'où ils viennent. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, Romuald. Merci beaucoup. So to the question of a final message, Romuald says, you need to know where you are from. When other cultures, whether they're Indians from the Americas or Chinese or French or other cultures, know who they are, where they come from, quite often us Africans, we have forgotten who we are and where we come from. We have forgotten our culture, we have forgotten our endogenous religions. And as long as we will not remember where we're from, we will not find salvation, basically. Romuald says he knows who he is and where he's from. And he wishes that each and every one of us knows who we are and where we come from. Romuald, je ne sais pas comment te dire merci. Tellement je suis heureuse de cette année. Thank you a million times. Thank you everyone for being here, for staying. I know we went much over time, but you will agree with me, it was well worth it. Next week, we have another guest, a very, very interesting guest who will be interviewed by Gilles Lacogny, and that is, I believe, René Carayol. You will see, it's an international public speaker, so from the Gambia, living in the UK. So I'll say see you next week, same time, same place, and until then, stay safe, stay blessed. Thank you very much. Romuald, much love. Merci. Bye-bye.